Bienvenue sur Ways of Blooming, un podcast pour s'épanouir personnellement, spirituellement et dans sa relation à l'autre. Je m'appelle Annabelle, je suis psychopraticienne et thérapeute de couple et dans ce podcast, j'aborde des sujets qui me passionnent à la fois personnellement et professionnellement. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que j'aimerais faire puisque c'est un épisode anniversaire. Et oui, je vais avoir 30 ans dans exactement 3 jours à partir du jour de la sortie de cet épisode. Et je voulais marquer le coup, surtout pour moi-même honnêtement, avec un épisode un peu plus intime, un peu plus personnel je pense, puisque je vais aborder des sujets qui me touchent et qui m'ont touchée au cours de la dernière décennie. Et le sujet principal de cet épisode va être 10 leçons que j'aurais aimé connaître à 20 ans. Donc je vais essayer aujourd'hui de m'adresser un peu à une version de moi-même plus jeune, une version de moi-même, entre 18 et 20 ans on dira, et de réfléchir en fait à quelles sont les choses qui auraient été bien pour moi de savoir à cette époque, bien que évidemment le principe de leçons c'est que on les apprend avec le temps et l'expérience, donc d'une certaine manière je ne pense pas que ça aurait été possible pour moi de vraiment connaître et intégrer ces leçons à cet âge-là. Mais il n'en reste pas moins que c'est intéressant pour moi de faire un peu ce bilan. Et je pense aussi que ça peut être intéressant pour toi qui écoutes, notamment si tu as en dessous de 30 ans. Et donc je vais faire de mon mieux pour que cet épisode soit à la fois introspectif pour moi, et puis qu'il puisse à toi te donner éventuellement des idées intéressantes, des leçons intéressantes, des expériences, des récits de vie intéressants. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet avec la toute première leçon, les gens s'en fichent de ta vie. Ça peut paraître un peu brutal de dire ça comme ça, mais bien évidemment que cette leçon touche à la libération du regard des autres et au fait que la plupart des gens sont bien plus focalisés sur leur propre vie, leur propre tracas, leurs propres soucis, leurs propres désirs, plutôt que concentrés sur toi et ta vie et ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Je ne prétends pas que j'ai à 100% bien sûr intégré ceci aujourd'hui, et en partie c'est parce que je ne pense pas qu'on peut forcément se libérer à 100% du regard des autres, et peut-être qu'on ne devrait pas non plus se libérer à 100% du regard des autres parce que ça joue aussi un rôle et une fonction. Mais ce qui est sûr, c'est que je reviens de très loin. Crois-moi quand je te dis que je reviens de très loin. C'est-à-dire que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, de parler devant cette caméra, d'avoir réussi à sortir mon podcast, et d'ailleurs c'est mon 10e épisode aujourd'hui, eh bien si tu m'avais dit entre 18 et 20 ans que j'allais faire ça, j'aurais été absolument tétanisée. Je n'y aurais pas cru, et ça aurait fait remonter en moi une anxiété absolument intense. Et donc, cette leçon s'applique peut-être encore plus pour les personnes qui justement ont cette peur du regard des autres, cette anxiété sociale même peut-être potentiellement, comme j'ai vécu moi pendant des années, cette anxiété sociale, d'avoir constamment peur du jugement, peur de ce que les autres vont dire de moi, peur d'être évaluée, d'être jugée juste en permanence. Et peur que les gens sont sans arrêt en train de décortiquer mes actions et mes mouvements, mon moindre mouvement. Et aujourd'hui, ce que j'ai réussi à quand même un peu plus intégrer et apprendre, c'est en effet que les gens s'en fichent de ta vie de manière générale. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que les gens qui nous sont proches, nos parents, notre conjoint, nos amis les plus proches s'en fichent de notre vie. Heureusement, il y a quand même des gens qui sont intéressés par nous, par ce qu'on fait, et parce qu'ils nous aiment. Mais ce ne sont souvent pas ces gens-là dont nous avons peur, en fait. En tout cas, de ma propre expérience, souvent, ce n'était pas le jugement de ma mère dont j'avais peur, bien que pour certaines personnes, ça peut clairement être le cas. Pour moi, c'était le jugement de gens inconnus, le jugement de mes camarades de classe, le jugement de mes collègues, le jugement des gens qui marchent dans la rue, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Et donc cette leçon s'applique vraiment particulièrement aux gens qui sont en dehors de notre cercle très restreint de gens extrêmement proches de nous. Ça s'applique à peut-être des connaissances, des amis, mais pas les amis proches, et puis il y a des inconnus.
Et comme je l'ai dit au tout début de l'épisode, je pense qu'en effet, cette leçon, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à intégrer quand on est jeune, parce que quand on est jeune, on est d'autant plus sujet à la peur des autres, et on est d'autant plus influençable, et on a d'autant plus envie de fit in, quoi, d'être accepté par nos pairs. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que beaucoup de gens qui atteignent la trentaine, la quarantaine, et puis ainsi de suite, la cinquantaine, un des trucs que j'ai beaucoup entendu, c'est justement que le plus on vieillit, le plus on arrive à se détacher petit à petit de ce regard des autres. Et le plus on arrive à vivre notre vie pour nous-mêmes et pas vis-à-vis des qu'en dira-t-on et de ce que pense le voisin. Donc c'est pour ça que je voulais inclure cette leçon et la mentionner d'ailleurs en tout premier. Mais c'est aussi justement parce qu'elle me touche très personnellement et que pour moi ça a été très très intense dans la manière dont je me suis construite, d'avoir cette peur des autres et d'avoir cette peur de l'évaluation. Et je suis assez fière pour le coup de là où j'en suis aujourd'hui, vis-à-vis de nouveau de là où je viens. Parce que voilà, j'étais vraiment l'adolescente, moi, qui désirait à tout prix me cacher, à tout prix... si on avait pu me donner une cape d'invisibilité, comme dans Harry Potter à l'époque, je l'aurais prise très volontiers. Et donc, voilà, c'est pour ça que cette leçon me touche particulièrement personnellement et que je suis assez fière de là où j'ai réussi à en arriver aujourd'hui, malgré le fait qu'évidemment, je n'en suis pas libérée à 100%, et que ce n'est peut-être pas le but non plus. Alors, j'en viens à la leçon numéro 2, ose affronter tes peurs. Beaucoup de ces leçons vont sans doute se chevaucher et être liées, puisque ose affronter tes peurs, ça peut aussi vouloir dire ose affronter la peur des autres et la peur du regard des autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, et ça c'est vraiment une triste vérité dans la vie, c'est que continuer à éviter les choses qui nous font peur n'enlève pas la peur. Donc si jamais t'étais pas au courant, continue à être dans l'évitement constant de toutes les choses qui t'inquiètent et qui te rendent anxieuse ou anxieux, eh ben ça ne va pas aider en fait à ce que la peur diminue. Bien au contraire, le plus on est dans l'évitement des choses qui nous font peur, qui nous rendent anxieux, le plus la peur croît. Puisque, de manière assez mécanique et scientifique, si on peut dire, le cerveau en fait intègre que elle est en train d'éviter cette chose-là, j'intègre que ça veut dire que c'est un danger, cette chose. Le cerveau qui est responsable, la partie du cerveau qui est l'amygdale, qui est responsable pour la détection du danger, observe beaucoup nos comportements. Et si je me comporte de telle manière à être sans arrêt dans l'évitement de beaucoup de choses, mon amygdale intègre en fait que ces choses-là sont en effet des dangers, et donc elle va d'autant plus s'activer face à ces dangers potentiels. Donc c'est vraiment à travers la manière dont on se comporte qu'on peut entraîner notre cerveau littéralement à réagir ou non à la perception de danger. Donc je dis ça parce que j'ai envie d'intégrer cette leçon un peu de manière peut-être plus scientifique et thérapeutiquement vérifiée, parce que c'est vraiment la base aussi de la théorie qu'on dit théorie de l'exposition, puisque l'idée de la théorie de l'exposition et de la thérapie de l'exposition, c'est qu'on va graduellement s'exposer aux choses qui nous font peur. C'est important que je dise le mot graduellement, parce que évidemment que on ne se lance pas dans le bain et dans les choses les plus extrêmes tout de suite. Il faut absolument que l'exposition soit faite de manière graduelle et safe, et par palier en fait, parce que voilà, on n'a pas envie de surcharger notre système nerveux, bien évidemment. Mais en tout cas, on peut dire que cette thérapie de l'exposition, c'est une thérapie qui est vraiment reconnue comme une des plus efficaces pour faire face aux troubles anxieux, pour faire face aux phobies. Et donc voilà, c'est important, une fois, à partir du moment où on comprend ça, on peut ne pas aimer cette leçon, on peut ne pas aimer ce fait, mais on peut pas y aller à l'encontre de ce fait. Donc je peux trouver ça injuste, je peux trouver ça triste, je peux trouver ça inconfortable et terrible, mais malheureusement c'est bien le cas en fait que voilà, l'évitement n'est absolument pas une bonne stratégie de long terme. Et donc voilà, ose affronter tes peurs, ça veut vraiment dire ose aller dans l'inconfort aussi. Ose aller là où ça va peut-être être un petit peu en dehors de ta zone de confort, mais cet effort que tu vas fournir va porter ses fruits. Puisque le plus on arrive à petit sortir de notre zone de confort, le plus on arrive à réduire l'anxiété, réduire la peur et être plus confiant. Et petit à petit,
au fil du temps, ces peurs prennent moins de place et sont moins grandes, sont moins intimidantes. J'ai tellement d'exemples, moi, et en fait, c'est une leçon que justement j'ai intégrée peut-être plus au fil des dernières années, puisque pendant longtemps, moi, j'étais quelqu'un qui n'avait pas forcément compris que avoir peur de quelque chose et avoir de l'anxiété vis-à-vis de quelque chose ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je fasse cette chose-là. Je prenais un peu mon sentiment d'anxiété pour acquis et pour vérité, d'une certaine manière. C'est-à-dire que dès que j'ai des symptômes de peur et d'anxiété, bah, je pense que c'est la vérité et que du coup, ça veut dire que je dois pas y aller. Je dois pas faire cette chose-là. Et donc, je me suis quand même assez souvent empêchée de faire des choses vis-à-vis de cette peur. J'ai tellement d'exemples, mais vu que moi, j'ai beaucoup eu des problèmes avec l'anxiété sociale, notamment justement quand j'étais plus jeune, entre 12 et 20 ans, on dira, particulièrement, bah, même quand j'étais à l'école, lever la main en classe était quelque chose qui me faisait extrêmement peur et que je ne faisais jamais. Parce que justement, je répondais à ce sentiment de peur et d'anxiété en me disant bah si ça me fait tellement peur, bah comment est-ce que ça peut être quelque chose que je fais et je me disais bah les autres ils le font parce que eux ils ressentent pas cette peur. Sauf que la plupart du temps c'est pas vrai, beaucoup de gens peuvent ressentir la peur de prendre la parole en public, surtout quand on est jeune, voilà, à l'école c'est quand même très récurrent d'avoir peur de parler devant les autres. Mais avoir cette peur-là ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, au contraire, le plus on va s'entraîner à faire ce genre de choses, le moins ce sera intimidant. Et d'ailleurs, j'en parlais tout récemment justement avec mon fiancé parce que j'ai un exemple très concret où je suis à l'heure actuelle en train de faire une formation continue sur la thérapie de couple. Et je lui racontais que j'avais observé typiquement que maintenant, poser une question dans une assemblée de gens, parce que voilà, on est dans une sorte de salle de conférence comme ça, on est une trentaine de personnes, et puis il y a une femme qui nous donne le cours. Et j'étais fière de moi de réaliser que finalement, maintenant, aujourd'hui, j'arrive à lever la main et à poser une question si j'en ai une. Et ça peut paraître anodin pour une personne qui n'a jamais vécu ça, mais pour moi, de nouveau, de là où j'en viens, c'est quelque chose dont je suis fière en fait. Parce que j'ai réussi à comprendre cela, j'ai réussi à acquérir assez de confiance pour faire cet acte, mais surtout j'ai aussi compris que, de nouveau, c'est pas parce que c'est inconfortable et parce que ça fait peur que je ne dois pas le faire. Et au contraire, justement, ce qui est intéressant, c'est que même aujourd'hui, j'ai encore mon cœur qui s'emballe un peu quand je fais ça, quand je pose une question dans une assemblée. Et ouais, je me rendais compte quand j'étais dans ce cours, je me disais, ouais, c'est super intéressant en fait que même aujourd'hui encore, mon cœur est en train de s'emballer et pendant que je suis en train de lever la main. Mais la grosse différence aujourd'hui, c'est que je n'y porte pas beaucoup d'importance. C'est-à-dire que je me dis, ah tiens, mon cœur est en train de s'emballer, bon bah voilà, c'est encore des traces qui me restent en fait de mon passé. Parce que voilà, le système nerveux s'adapte, même mine de rien, il y a peut-être des choses qui vont rester quand même potentiellement toute une vie. Il est fort possible que même à 80 ans, mon cœur continue à s'emballer quand je lève la main dans une assemblée de gens. Mais ce que j'ai intégré et compris, c'est que c'est pas ça qui devrait m'empêcher de faire les choses que j'ai envie de faire. Et que c'est pas grave en fait. C'est pas grave d'avoir de la peur, d'avoir de l'anxiété. C'est pas un échec, c'est pas une tare, c'est pas une barrière, c'est juste un signal de mon système nerveux qui est en train de me dire qu'il y a peut-être potentiellement un danger. Mais si je sais que ce n'est pas le cas, concrètement, je n'ai pas besoin d'écouter ce signal. Donc voilà, ose affronter tes peurs. Et la deuxième leçon. La troisième leçon, c'est normal de ne pas se sentir compétent / confiant tout de suite. Ça, c'est une leçon, je pense, qui est particulièrement intéressante pour les gens plus jeunes, justement, les gens entre 18 et 25 ans. Parce que souvent, moi j'observe ça aussi dans mes consultations avec des gens plus jeunes ou des adolescents, on a un peu cette impression qu'on doit avoir tout compris tout de suite. Et que finalement, on n'a pas le droit à l'erreur. Et que, voilà, on a un peu, surtout en tant que société, je pense qu'on a un peu ce biais d'avoir envie de devenir des experts sur tout de suite, sans se rendre compte qu'en fait, il y a un processus d'intégration, il y a un processus d'apprentissage qui se fait, qui est tout à fait naturel, qui se fait souvent sur des années et des années. Et surtout, malheureusement, voilà, les personnes qui sont très autocritiques et très perfectionnistes ont tendance à se mettre une pression énorme vis-à-vis d'avoir besoin de se sentir compétent tout de suite. C'est-à-dire que je commence un nouveau travail, j'ai l'impression que je dois déjà tout connaître, tout savoir. Je commence un nouveau hobby, j'ai l'impression que si j'y arrive pas du premier coup, je suis nulle. Je commence, voilà, une nouvelle activité, peu importe ce que c'est, juste un nouveau truc, et j'ai l'impression que je dois déjà être parfait, que je dois déjà avoir tout intégré, tout compris, être un expert.
Et donc cette leçon, c'est vraiment une sorte de permission que j'ai envie de donner à des gens plus jeunes, de dire mais en fait c'est normal d'avoir des périodes d'apprentissage, de pas tout connaître, de pas tout avoir réussi à intégrer tout de suite, de se tromper, de faire des erreurs, et potentiellement de se sentir moins confiant et moins compétent aussi au début. Et je pense que cette attitude qu'on peut avoir vis-à-vis de ça, c'est malheureusement beaucoup inculqué de par notre éducation. Je pense qu'on vit dans une société où on nous a souvent inculqué que c'était pas ok de faire des erreurs. Notamment, voilà, malheureusement, si on a eu des parents un peu plus autoritaires qui avaient tendance, peut-être inconsciemment ou consciemment, à nous rabaisser ou nous humilier si on faisait une erreur ou un truc faux. Genre, j'ai 8 ans et je fais tomber une assiette par terre, elle se brise. Et puis, la réaction de mes parents, c'est « Mais mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait? J'arrive pas à croire que t'as fait tomber l'assiette. Comment t'as pu faire ça? T'es tellement maladroit, tu fais jamais attention à rien. » Voilà, tu as peut-être entendu ce genre de discours quand tu faisais des erreurs qui peut-être étaient un peu bénignes. Et malheureusement, souvent l'enfant intègre ce genre de réaction en mode « Bah en fait, j'ai pas le droit de me tromper. » Même pour des petits trucs du quotidien, genre casser une assiette qui est tout à fait banale et qui arrive à tout le monde, mes parents se mettent tellement en colère et me rabaissent tellement vis-à-vis de ça que voilà, j'intègre que plus jamais j'aurais envie de faire des erreurs, plus jamais j'aurais envie de me tromper, parce que me tromper, ça veut dire avoir des commentaires négatifs de la part de gens qui sont littéralement mes exemples pour la vie. Parce que voilà, nos parents, c'est évidemment nos plus grands exemples dans notre vie quand on est enfant. Et donc ça, voilà, c'est quelque chose que potentiellement, ça t'a été inculqué, soit via tes parents, soit via l'école, soit via tout simplement l'éducation et la société. Mais c'est quelque chose qu'on peut désapprendre et je pense souvent à travers beaucoup d'autocompassion, on peut réintégrer le fait qu'en fait c'est ok de se tromper, c'est ok de faire des erreurs, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait humain, et que c'est tout à fait ok de surtout ne pas se sentir compétent et confiant quand on est en train de commencer quelque chose de nouveau. Donc l'autocompassion et la patience sont 2 clés, je pense, pour réussir à mieux intégrer cette leçon. La leçon numéro 4, profite des moments d'insouciance. Celle-là, je dis ça parce que vraiment, on se rend compte en vieillissant, alors évidemment je ne suis pas très vieille, mais quand même, voilà, je n'ai plus 20 ans, et on se rend compte au fil des ans qu'il y a quelque chose de vraiment précieux et de vraiment beau dans l'insouciance qu'on a eue quand on était plus jeune. Parce que malheureusement, la vie a tendance à quand même nous rattraper. On vit des choses difficiles, on vit peut-être des pertes. Voilà, moi j'ai vécu la perte de ma maman il y a 3 ans, qui a été un drame absolu pour moi. Et donc, on vit des expériences plus difficiles, des pertes, des deuils, etc., des échecs. Mais quand on est plus jeune, on est souvent, idéalement, parce que c'est pas le cas pour tous, mais souvent on n'est pas encombré par tout ça et on a cette sorte d'innocence et d'insouciance qui nous porte dans la vie. Parce que tout simplement, on a moins d'expérience, on s'y connaît moins. Et la raison pour laquelle je parle de ça, de cette leçon spécifiquement, c'est parce que je pense que souvent on a un peu envie de rejeter ça. On a envie de nouveau de faire un peu comme si on était plus expérimenté, on a envie de tout savoir plus rapidement, on a envie de prétendre qu'on est plus âgé qu'on ne l'est vraiment. Peut-être aussi parce que malheureusement certains adultes nous regardent un peu avec condescendance des fois. Et donc c'est pour ça qu'on a un peu cette envie de paraître grand et puis expérimenter. Mais ce qui est très important à se rendre compte, c'est que ces moments d'insouciance ne vont absolument pas durer. On ne pourra jamais retrouver l'innocence et la pureté et l'insouciance qu'on avait entre 15 et 20 ans. Ou entre 12 et 20 ans. Et donc cette leçon, c'est une invitation à profiter de ces moments. Et comme je l'ai dit, je parle notamment à moi-même, une version plus jeune de moi-même à travers ce podcast. Et donc voilà, si je pouvais retourner en arrière, j'essayerais de transmettre à une version de moi plus jeune ce message-là. Profite de ces moments d'insouciance et n'en aie pas peur, n'en aie pas honte en fait. Ne sois pas honteuse d'avoir cette innocence et cette légèreté vis-à-vis de la vie parce que c'est quelque chose de très beau et c'est quelque chose qui ne dure pas. Alors il faut en profiter. Je trouve ça tellement beau, moi, quand je vois, parce que j'ai des consultations avec des adolescents, des adolescentes, et il y a quelque chose qui me touche tellement quand je vois ces jeunes qui ont entre 14 et 18 ans et qui ont cette sorte de... Alors évidemment, ça ne veut pas dire que leurs vies sont forcément simples ou faciles, ils ont aussi des difficultés, mais il y a une sorte d'innocence et de légèreté quand même qui vient avec cet âge-là. Et moi, ça me touche beaucoup, je trouve ça vraiment beau.
Et je trouve que c'est voilà, quelque chose qu'on devrait aussi honorer et célébrer. La leçon numéro 5, personne n'a la réponse ultime, fais confiance à tes ressentis. On a souvent l'impression, particulièrement quand on est plus jeune, que les autres savent mieux que nous, et particulièrement les autres, c'est-à-dire les gens plus âgés. En tout cas, moi, je sais que j'ai beaucoup eu ça, c'est pour ça que je mentionne cette leçon. Cette impression, en fait, qu'il y a une sorte de figure ultime d'autorité qui va venir me donner la réponse ou me donner la permission de faire des choses. Et puis, au fil des années, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a aucune figure d'autorité ultime qui va venir te donner la réponse ultime ou la permission ultime dans ta vie. Alors évidemment, quand on est plus jeune, quand on est enfant, c'est naturel, on pense que ce sont nos parents qui savent tout et qui ont la réponse ultime. Et enfin voilà, quand t'es enfant, t'as l'impression que papa et maman, ils savent tout, ils ont tout compris à la vie. Et puis quand tu grandis, tu te rends compte qu'en fait c'est pas vrai, que papa et maman, ils ont aussi leurs défauts, qu'ils ont aussi leurs soucis, qu'ils ont aussi leurs leçons à apprendre et qu'ils n'ont pas forcément tout compris, tout intégré. Mais je pense que quand même quand on dépasse ce stade de vis-à-vis de nos parents, on a toujours un peu des fois cette impression que mais il y a forcément quelqu'un qui va venir et qui va me donner les réponses. Et ceci est donc une invitation à réaliser que non, ce n'est pas le cas. Et que vu qu'il n'y a pas de réponse ultime, c'est d'autant plus une invitation à faire confiance à tes propres ressentis, à ta propre intuition, à tes propres désirs qui viennent vraiment de ton fort intérieur. Et que même si ces désirs-là sont un peu différents de la norme et qu'ils sortent un peu de l'ordinaire, et ben que c'est ok, et que c'est ok de te faire confiance à toi-même. Et c'est quelque chose, pour donner une note un peu plus personnelle, que j'observe beaucoup aussi en tant que psy, c'est que beaucoup de gens viennent consulter un peu avec cette sorte de projection qu'ils font sur leur psy, en mode « mon psy a toutes les réponses et va me donner les clés de ma vie ». Ça arrive souvent quand on est psy, c'est que voilà, t'as des gens qui viennent en consultation en s'imaginant que moi j'ai une baguette magique et que je vais tout régler d'un revers de main, ou bien que je vais leur donner la réponse ultime aux questionnements qu'ils se posent, ou bien que j'ai une sorte de connaissance magique. Et quand tu es psy et que quand tu traverses cette formation, etc., et que tu discutes évidemment avec tes collègues et que tu te rends compte, enfin voilà, que tu es dans le système et dans le milieu, tu te rends bien compte que ce n'est pas parce que les gens sont psy qu'ils ont tout compris à la vie et que nous ne sommes pas des gens magiques, nous ne sommes pas des gens qui ont des pouvoirs spéciaux. Et donc voilà, ça pour moi c'est un des trucs qui m'a aidé à intégrer ça aussi, c'est que oui, voilà, bien sûr qu'en tant que psy on a des connaissances et on a une formation et on nous a appris beaucoup de théories psychologiques et que bien sûr qu'on peut faire part de ce genre de théories et puis de par nos formations on peut aider les gens avec ça. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'on a la réponse ultime et qu'on est des surhumains. Et que voilà, ça m'arrive souvent de devoir dire aux gens, écoutez, moi je ne sais pas ce qu'il y a de mieux pour vous. Moi je ne sais pas. Je suis là pour vous aider à explorer les différentes options, à voir comment vous vous ressentez, quels sont potentiellement les blocages qui viennent se mettre en travers, quelles sont potentiellement les croyances que vous avez acquis au cours de votre vie, etc. etc. On peut faire plein d'explorations différentes, mais ça ne veut pas dire que j'ai une réponse ultime. On va explorer ça ensemble et vous allez trouver cette réponse pour vous-même. Donc voilà, leçon numéro 6. Ne crois pas les gens aigris. Entre parenthèses, vieux ne veut pas dire sage. Alors on rejoint un petit peu la leçon d'avant que personne n'a la réponse ultime, mais là où je veux en venir avec celle-ci, c'est que beaucoup de gens, et surtout quand on est jeune, surtout quand on a la vingtaine, beaucoup de gens plus âgés vont projeter leurs propres échecs sur toi. En tout cas, moi, je pense que ça m'est quand même souvent arrivé d'entendre certains discours qui ne me plaisaient pas forcément, ne me faisaient pas plaisir, ne me faisaient pas du bien quand j'étais jeune, notamment de personnes plus âgées. Et donc je pense que c'est important d'intégrer ça, d'intégrer le fait que ce n'est pas parce que quelqu'un est très vieux qu'il a beaucoup de sagesse et que malheureusement il y a des personnes qui sont très aigries vis-à-vis de leur propre vie et qui vont essayer de faire passer ce genre de message à des gens jeunes et influençables et que c'est dommage. Je sais que moi, par exemple, j'ai pas mal entendu quand même des gens dire des trucs du style « De toute façon, un couple, c'est voué à l'échec. Tu verras bien quand tu seras plus âgé.
De toute façon, c'est impossible de faire ça. De toute façon, les gens finissent toujours par te trahir. Voilà, ce genre de déclarations vraiment hyper négatives que les gens, justement, ces personnes plus âgées mettent sous le coup de moi j'ai plus d'expérience que toi, donc moi je sais mieux, bah, je trouve ça vraiment dommage. Parce que justement, quand on est jeune, on a tendance à être un peu influençable et peut-être qu'on croit que la personne plus âgée sait mieux que nous. Surtout que, voilà, le truc classique, c'est tu verras quand tu seras plus âgé, tu comprendras mieux quand tu seras plus âgé. Ah, je l'ai entendu encore il y a pas très longtemps en fait, c'est pour ça que je l'inclus là aussi. Voilà, un groupe de femmes plus âgées avec qui j'ai été en contact d'une manière professionnelle, et puis on parlait je crois, de relations amoureuses ou de couple ou je sais plus quoi, et puis la majorité d'entre elles étaient divorcées. Et puis voilà, c'était des commentaires du style voilà, de toute façon, un couple ça ne dure pas, tu verras bien. Et puis en fait, toi, quand tu dis quelque chose, c'est automatiquement discrédité puisque tu es trop jeune pour comprendre. Et donc voilà, là où je veux en venir là-dedans, c'est que ce n'est pas parce que certaines personnes ont raté quelque chose dans leur vie, que ce soit un couple, une carrière, un projet, et que du coup, ils te donnent cette impression que eux, ils ont tout compris et que de toute façon, ça vaut pas la peine d'essayer. Eh ben, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est sans doute juste des projections. Et il ne faut pas se laisser démoraliser par des gens aigris. Il ne faut pas avoir l'impression que juste parce que toi, tu es plus jeune et que eux, ils sont plus âgés, ça veut dire qu'ils ont forcément mieux compris que toi. Et voilà, moi j'ai quand même entendu voilà, certains commentaires, notamment ça me touchait plus vis-à-vis des couples, parce que moi c'est un des trucs qui me passionne véritablement, c'est les couples, les relations amoureuses et intimes, etc. Et moi c'est des trucs qui me démoralisaient d'entendre ça, de femmes plus âgées notamment. Et en l'occurrence, ça me donnait encore plus envie de prouver qu'elles avaient tort et de travailler encore plus sur ma relation. Et bah, peut-être en partie pourquoi je suis devenue thérapeute de couple, c'était pour prouver qu'ils avaient tort. Euh, mais voilà, en tout cas, il ne faut pas se laisser démoraliser par ça. Et voilà, tu peux aussi décider que tu leur prouveras que toi, tu pourras faire différemment. Leçon numéro 7. Tu n'es pas responsable du bonheur des autres. Entre parenthèses, ça vaut aussi pour tes parents. Alors là, je m'adresse peut-être dans cette leçon plus à des gens qui ont une tendance à la surresponsabilisation, à la culpabilité et au syndrome du sauveur. Donc des gens qui ont plus un profil de personnalité qui me ressemble à moi. Ou finalement, nous sommes des gens qui avons envie d'aider les autres. Et nous sommes peut-être des gens voilà, qui sont empathiques, qui ont envie de faire le bien, qui ont envie d'aider. Mais c'est particulièrement important justement pour des gens comme nous de comprendre qu'on n'est pas responsable de la vie des autres, on n'est pas responsable du bonheur des autres. C'est quelque chose que j'ai peut-être aussi appris à travers le métier que je fais, parce qu'en tant que psy, on est obligé de vraiment intégrer ça assez rapidement si on veut s'en sortir entre guillemets, c'est que on peut bien sûr accompagner, aider, on est là pour donner un cadre, on est là pour voilà, faire du mieux qu'on peut pour aider. Mais de manière ultime, si une personne n'a pas envie de s'aider elle-même, si une personne n'a pas envie de se sauver elle-même, de se sortir de ses comportements négatifs elle-même, si elle n'a pas le désir intrinsèque de faire ça, ça ne changera absolument rien à ce que moi je vais faire. Je ne pourrai pas lui donner l'envie de le faire, je ne pourrai pas la forcer à le faire, je ne pourrai pas la supplier de le faire. Et malheureusement, ça peut nous arriver à beaucoup d'entre nous qui avons justement ce profil de personnalité, de se sentir tellement responsable et de se sentir tellement triste et démoralisé quand on voit qu'on a des gens autour de nous qu'on aime et qui traversent des trucs difficiles et qui n'arrivent pas à s'en sortir en fait. Et ça vaut évidemment pour nos parents puisque voilà, nos parents sont des gens imparfaits qui ont aussi leurs problèmes à régler souvent. Et voilà, quand on a ce profil de personnalité, on a tendance à aussi avoir cette tendance avec nos parents et à vouloir potentiellement les aider, les sauver, et parfois même à notre propre insu du coup, puisqu'on se sacrifie peut-être, ou on se fait du mal à soi-même tout simplement pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est un truc tellement important à intégrer, c'est que voilà, on est tous responsables de nous-mêmes, on est tous des adultes, à partir du moment où on devient un adulte, on est responsable de nous-mêmes. Et donc non, ce n'est pas moi qui vais sauver cette personne-là, ce n'est pas moi qui vais la sortir de son trou, c'est elle qui le fera pour elle-même. Et d'ailleurs, c'est ça qui est vraiment beau dans cette leçon aussi, c'est que finalement, si c'était moi qui sauvais l'autre personne, eh bien l'autre personne
ne pourrait pas prendre le crédit de cela et donc ne gagnerait pas en confiance en elle. C'est-à-dire que si je suis à 100% responsable de ma vie et de moi-même, eh bien c'est moi qui peux prendre le crédit quand les choses se passent mieux, c'est moi qui peux prendre le crédit quand je m'améliore, quand je sors de ma souffrance, quand je défais des schémas négatifs. Et ça nous fait gagner confiance en nous aussi, quand on peut prendre le crédit pour notre amélioration. Et donc, avoir l'impression qu'on est responsable pour quelqu'un d'autre, c'est aussi une manière de leur retirer leur pouvoir, en fait. Alors évidemment, cette leçon, elle est encore plus pertinente pour les gens qui ont des tendances à être dans la codépendance, à des gens qui ont tendance à se sacrifier pour les autres. Et notamment aussi, ça arrive très souvent dans les cas d'addiction, quand il y a une personne qui a des problèmes d'addiction et qu'elle est en couple avec quelqu'un d'autre et que l'autre personne essaye à tout prix de sauver son partenaire. Voilà, ça s'applique à plein de cas de figure, mais je voulais en parler aujourd'hui parce que je sais que moi, j'ai eu des difficultés avec ça. Et j'ai eu des difficultés à me sentir coupable pour des choses pour lesquelles je n'étais pas coupable, à me sentir responsable et à me faire du mal en fait, à me faire souffrir moi-même parce que j'avais l'impression que j'aurais dû plus faire pour d'autres gens. Et aujourd'hui, j'en suis venue à un stade où de nouveau, je ne dis pas que j'ai 100% acquis ça. Je suis encore en cours de cheminement avec toutes ces choses. Mais j'ai l'impression que j'ai bien mieux intégré le fait que, voilà, j'ai plus envie de prendre la responsabilité pour les autres gens. Pour leurs ressentis, pour leurs émotions, pour leur chemin de vie. Non. Je peux aider, je peux être une bonne personne, je peux être bienveillante, je peux être à l'écoute, je peux faire plein de choses, mais je ne suis pas responsable du chemin de vie d'une autre personne. Et je passe à la leçon 8. Penser à quelque chose n'est pas pareil que de le faire. Cette leçon, je pense que c'est encore en cours de développement aujourd'hui. Mais je mentionne ça parce que je suis une personne qui a un peu une tendance à être dans la rêverie, d'avoir beaucoup de belles idées, beaucoup de beaux rêves, beaucoup de beaux idéaux. Et donc voilà, je m'adresse sans doute plus aussi aux personnes qui sont comme ça, aux personnes rêveuses, qui cogitent beaucoup, qui ruminent beaucoup, qui décortiquent et qui tournent et retournent les trucs dans leur tête. Overthinkers, comme on les appelle en anglais. Bienvenue dans le club, moi je fais partie de ce club. Et en fait, on a souvent l'impression en tant que overthinker que penser à quelque chose, c'est productif. Que en fait, le plus je vais ruminer, je vais réussir à avancer en ruminant. Et donc c'est important pour les gens comme nous d'intégrer que non, la rumination n'est pas une action. Penser à quelque chose ne va pas concrétiser cette chose-là, et qu'au final, il n'y a que nos actions qui comptent véritablement. Il n'y a que ce qu'on arrive à vraiment concrètement concrétiser dans le réel, dans le matériel, qui compte. Parce que tout ce qui se passe dans ma tête, ça reste que des idées, des belles idées parfois, mais des idées. Commencer ce podcast, par exemple, moi j'y ai réfléchi pendant longtemps, j'en ai parlé à mon conjoint, mais il a fallu un peu sortir de ma zone de confort et vraiment me pousser un petit peu pour finalement le concrétiser, finalement le faire dans le concret. Et c'est pour ça que pour beaucoup d'entre nous, c'est très important de réaliser qu'il vaut mieux commencer par une action imparfaite plutôt que de ne rien commencer. Il vaut mieux essayer, se tromper, tenter des trucs, prendre des risques, faire des choses qui sont peut-être un peu nulles au début, qui sont imparfaites, plutôt que de ne jamais rien faire et de garder tout dans la tête, garder tout dans les fantasmes et dans les idées. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je me rappelle encore et encore. Et je pense m'être beaucoup améliorée là-dessus, notamment, honnêtement, grâce à mon fiancé aussi. Parce que lui, il est une personne qui est bien plus dans l'action, dans la concrétisation, dans le faire, en fait. Et donc, il m'a beaucoup aidée avec ça, mine de rien, à me forcer à passer à l'action. Je sais, par exemple, que si je lui dis quelque chose que j'ai envie de faire, eh ben, oui, il va me soutenir, etc. Mais il va aussi me pousser et me dire « Ok, bah alors c'est quand que tu vas le mettre en place ? Comment est-ce que tu vas faire ? Quel sera ton programme pour mettre ça en place ? Fais une liste, voilà, coche des cases pour t'assurer que tu l'as vraiment fait. » Et c'est assez intéressant justement d'avoir des personnes comme ça dans son entourage quand on a une personne plus rêveuse, cogiteuse, d'avoir des gens qui sont plus dans l'action, dans le faire, parce que ça aide à avoir ce genre de reflet pour nous pousser vers l'avant, pour nous pousser dans plus d'action. Un autre exemple que je peux donner vis-à-vis de ma vie, c'est que voilà, j'ai eu une période assez récemment, peut-être il y a un an et demi, où j'ai eu envie de me créer plus de communauté, de me faire plus d'amis.
parce que voilà, j'ai perdu pas mal d'amis au cours de mes études, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai perdu beaucoup contact avec des gens dans ma vie. J'ai voulu me créer plus de réseaux. Euh, et puis voilà, j'aurais pu en rester là dans le sens où j'aurais pu simplement me dire, bah tiens, je me sens seule, j'ai envie d'avoir plus d'amis, mais je ne fais rien à ce propos. Mais justement, j'ai décidé de passer à l'action, d'essayer de concrétiser tout ça. Et donc, je me suis notamment inscrite sur Bumble BFF, qui est une application de rencontre pour les amis. J'ai rencontré plein de filles intéressantes là-dessus. J'ai décidé de créer un club de lecture et maintenant, ça fait 1 an que je l'ai mis en place. Le mois passé, ça faisait 1 an qu'on avait commencé à se voir. Et chaque mois, on se voit et puis on discute d'un livre. On est 7 femmes dans le groupe, parce que je voulais que ce soit un groupe que de femmes. Et c'est hyper sympa, quoi. On parle de livres, et puis maintenant, on commence vraiment à se sentir comme une petite communauté, en fait. J'ai créé un groupe de supervision aussi avec des collègues, parce que beaucoup d'entre nous, dans le milieu, on avait l'impression qu'on se sentait un peu seul, qu'on avait envie de plus de contact avec nos pairs. Aussi très content d'avoir fait ça, ça permet de garder contact avec des collègues, de se sentir plus soutenu. Et puis, bien sûr, essayer voilà, d'entretenir ces relations, de proposer de faire des choses, d'engager les gens, de les relancer, voilà, d'essayer de concrétiser tout ça et de pas juste rêver à sa communauté parfaite, qui n'existera que dans ma tête et dans mes rêves, mais de faire les choses, enfin, de faire avec les outils qui me sont accessibles et de faire avec ce que j'ai autour de moi. Et aujourd'hui, je peux dire que je me sens plus entourée, que je me sens... j'ai l'impression d'avoir plus de gens autour de moi, que j'ai l'impression d'avoir plus de communauté. Et c'est pas grâce à mes rêveries, c'est grâce à mes actions concrètes que je ressens ça. Et je passe à la leçon numéro 9. N'aie pas peur d'être bizarre et différent. Ça, de nouveau, je m'adresse principalement aussi à des gens plus jeunes, c'est qu'on a tellement envie de fit in, d'être accepté par les autres. Et on est tellement susceptible à la pression sociale, notamment quand on est jeune. Alors évidemment, c'est aussi encodé dans nos gènes. La pression sociale, c'est aussi une question de survie. C'est aussi pour ça qu'on est tellement sujet à ça et susceptible à ça. Mais c'est quelque chose qui nous dessert aussi beaucoup. Puisqu'on a tellement envie de fit in qu'on finit par essayer d'effacer nos différences, d'effacer nos côtés un peu chelous, de se fondre dans la masse, de se fondre dans le moule. Et du coup, parfois, on essaye d'effacer les choses qui nous rendent uniques, les choses qui nous rendent différents, les choses qui nous rendent un peu excentriques. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu. J'ai eu envie de rentrer dans le moule, de plaire à tout le monde, de faire comme tout le monde. Et d'avoir beaucoup de honte, en fait, quand je ne rentrais pas forcément dans le moule ou quand j'avais peut-être une idée un peu différente. Et donc, ceci est vraiment une invitation à oser se laisser être un peu bizarre et oser se laisser être un peu différent. Parce que je pense vraiment aujourd'hui que ce sont souvent les gens un peu bizarres, un peu différents, qui sont en fait les plus intéressants et dont on se souvient le plus en fait. C'est vraiment les gens qui ont des trucs un peu différents dont on a tendance à se souvenir. Et donc osons sortir du moule. Si dans ton groupe d'amis, tout le monde a tendance à sortir et à boire et aller en boîte, etc., et que toi, ce qui te plaît le plus, c'est d'être à la maison et de faire du tricot, eh ben reste à la maison et fais du tricot. Si dans ton groupe d'amis, tout le monde a des idées politiquement similaires, par exemple, tout le monde est de gauche et se considère comme une personne de gauche, et que toi, en fait, tu questionnes ce genre de mode de pensée et que tu as l'impression d'avoir plus des idées de droite ou des idées qui sortent un peu des idées que tes amis ils ont, eh ben c'est ok en fait. C'est ok d'être différent. Et moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai notamment pas mal vécu quand j'étais plus jeune, notamment, je pense, à cause de mon hypersensibilité. C'est quelque chose dont je parlerai plus dans un autre épisode parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Mais j'avais le sentiment d'être différente des autres, de me sentir peut-être, de ressentir peut-être les choses plus fortement que les autres, de me poser peut-être des questions différentes des autres, de pas forcément toujours comprendre toutes les dynamiques sociales non plus. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup affectée dans le passé, ce sentiment de différence. Et donc c'est aussi pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est pour dire de nouveau, donner ce genre de permission, de dire c'est ok de sortir de la norme, c'est ok d'avoir des avis différents de ton groupe d'amis ou de ta communauté, c'est ok d'avoir des centres d'intérêt différents de la norme dans ta communauté.
Et ce que je trouve de génial aussi aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une période où on a les réseaux sociaux et on a Internet. Et donc, même si les gens dans ta communauté, dans la ville ou dans le village où tu vis, ne comprennent pas qui toi tu es et tes centres d'intérêt, et ben ce qui est génial, c'est qu'on peut forcément trouver des gens en ligne qui sont comme nous, qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous. Et ça peut faire beaucoup de bien. Et donc, je t'invite aussi à éventuellement essayer de trouver des communautés en ligne ou des gens en ligne qui potentiellement pourraient rentrer plus facilement dans les catégories qui, toi, te plaisent. Parce que voilà, c'est ça la beauté du monde dans lequel on vit aujourd'hui, cette accessibilité à des modes de pensée différents et à des gens qui vont plus être alignés avec nous. Et puis, la toute dernière leçon, la 10e leçon pour ce podcast aujourd'hui, c'est profite de ta maman. Rien n'est important face à la mort. Alors c'est peut-être la leçon la plus personnelle pour moi parce que j'ai malheureusement perdu ma maman il y a 3 ans et ça a bouleversé ma vie, ça a été vraiment un bouleversement énorme dans ma vie. Et c'est dans ce genre de moment qu'on se rend compte à quel point rien n'a de l'importance face à ça, face à la mort, face à la perte des gens qui nous sont chers. Et c'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément totalement avant de l'avoir vécu. Et donc c'est un peu, voilà, peut-être une leçon bonus, entre guillemets, dans le sens où voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on comprend et qu'on peut véritablement comprendre sans l'avoir vécu, mais je voulais l'inclure aujourd'hui parce que vraiment le message que je veux faire passer à travers cette leçon, c'est que ce qui compte le plus au final dans une vie, c'est les moments qu'on passe avec les gens qui nous sont proches, avec nos êtres chers, avec les gens qu'on aime. Et face à ça et face à la perte de ces gens-là, plus rien n'a vraiment autant d'importance. Et donc c'est une leçon très douloureuse à vivre quand on la vit, mais mine de rien, ça nous permet aussi de vivre notre vie autrement et de peut-être porter un regard différent sur les choses, profiter différemment et changer de perspective sur beaucoup de choses. En tout cas, c'est ça l'effet que ça m'a fait moi, c'est que ça m'a fait changer de perspective sur pas mal de choses. Et donc même si on ne peut pas 100% l'intégrer sans l'avoir vécu, c'est quand même quelque chose qu'il vaut la peine d'entendre et de réentendre encore et encore et encore. C'est que voilà, rien n'a autant d'importance quand il s'agit de la mort et des gens qu'on aime. Et donc vraiment penser à profiter de ces choses-là, penser à profiter des petits moments et d'essayer de moins se tracasser vis-à-vis des choses qui finalement auront très peu d'importance quand viendra aussi notre tour de quitter cette planète. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai eu quelques petits problèmes techniques, donc j'espère que je vais pouvoir tout raccorder de manière efficace parce que j'ai plus assez de mémoire pour continuer sur mon téléphone, donc il y aura peut-être des coupures un peu bizarres sur la fin. Donc voilà, il faut que je conclue de manière efficace avec le peu de temps qu'il me reste. Ces 10 leçons sont 10 leçons que j'aurais sans doute aimé savoir quand j'avais 20 ans, maintenant que je m'approche dans 3 jours des 30 ans. Et j'espère qu'elles ont pu être intéressantes pour toi à écouter. Je serais ravie d'entendre si tu as des commentaires sur certaines d'entre elles et si il y a des choses avec lesquelles tu as particulièrement raisonné. Et je te souhaite de trouver tes propres leçons à travers cette chose très bizarre qu'est la vie. Peut-être que d'ici mes 40 ans, j'aurai toute une autre série de leçons à intégrer. Mais d'ici là, voici une partie des choses qu'il m'a semblé pertinent de mentionner sur la réflexion que j'ai eue ces derniers jours vis-à-vis des 10 dernières années de ma vie. Et parce que j'avais envie de passer ce cap de la trentaine avec, marquer le coup de ce cap, puisque bien sûr, je ne vais pas changer du tout au tout en me réveillant le jour de mes 30 ans, mais il n'en reste pas moins que pour moi, je le vois aussi comme une transition, une nouvelle ère en fait, un peu une transition un peu symbolique comme ça. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de marquer le coup avec cet épisode anniversaire. Je serais ravie d'entendre aussi si jamais toi tu as 30 ans ou plus, que tu as 40, 50 ans et qu'il y a peut-être d'autres choses que tu as apprises et intégrées et je serais hyper intéressée d'entendre ça de ta part. Si tu pouvais mettre 5 étoiles sur Spotify, ce serait génial pour soutenir mon podcast et le travail derrière ce podcast. Et si jamais tu es intéressé par une consultation en individuel ou en couple, je suis ouverte à de nouvelles consultations. Tu peux prendre contact avec moi directement à travers mon site web ou sur les liens qui sont disponibles dans mes différents réseaux. Merci de ton écoute et à bientôt.